Bonsoir à tous et bonjour à tous. Selon votre pays, de là où vous nous rejoignez pour ce Africa CISO Forum 2020, je suis Brice Abba, ingénieur informaticien et actuellement Community Development Manager chez Afrinic. Et je vais modérer cette session qui parlera de la diversité et de l'inclusion des actions menées par les acteurs en matière de cybersécurité en Afrique. Et sur ce panel, je serai avec trois experts en la matière. Donc, nous avons Anna Kola, qui est VP Content Strategy et évangéliste à Nophobie Afrique du Sud. On a Atsumi Yamanaka, Chief Advisor Rwanda ICT Innovation Ecosystem. Il est aussi board member de Africa Cyber Defense Forum. Et nous avons enfin Linda Karine Fodzo, qui est entreprise security spécialiste à MTN Cameroun. Alors, avant de commencer la session, je vais demander à chacun de nos experts de nous parler un peu d'eux, qu'est-ce qu'ils font, de se présenter. Alors, j'aimerais aussi que l'audience excuse un peu le panel d'experts qui n'est pas francophone à la base. Donc, excusez cela. Alors, nous allons commencer par Linda. Linda, est-ce que vous pouvez nous parler de vous? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Comment est-ce que vous êtes arrivé à être spécialiste en la matière? Ok, bonjour à tout le panel. Bonjour Brice. Anna Atouchi, bonjour. C'est un plaisir d'être avec vous cet après-midi. Alors, je suis un Enterprise Security Specialist aujourd'hui à MTN Cameroun. Mais disons que j'ai eu un peu à rouler ma bourse dans la même compagnie. J'ai commencé en tant qu'ingénieur de sécurité, Security Engineer. J'ai évolué dans le planning et l'architecture avant de me retrouver aujourd'hui en tant qu'Enterprise Security, plus particulièrement en ce qui concerne le IT, Security Risk Management. Alors, j'ai intégré le IT pour moi, déjà étant jeune, c'était une passion. C'était une passion parce que je viens d'un environnement où ma famille, j'ai été entourée par des techniciens dans la famille depuis étant jeune. Alors, ça a boosté mon envie d'intégrer le domaine technique particulièrement. Et puis, quand j'ai intégré le monde du travail, j'ai été mise en contact assez tôt avec des challenges de sécurité. Et bon, voilà, j'ai embrassé la profession et je dois dire qu'aujourd'hui, je ne regrette pas. Merci Linda. Alors, Atsushi, tu peux aussi nous parler un peu de ton parcours. Comment est-ce qu'aujourd'hui, tu te retrouves dans le conseil d'administration d'abord des Africa Cyber Defense et tes actions aussi au niveau du Rwanda. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ok, merci Brice. Oui, c'est vraiment difficile de prononcer mon nom. C'est Atsushi. Oui, mais comme Brice vous a dit, dans l'audience, je voudrais tout d'abord m'excuser mon français parce que normalement, je ne fais pas ça en français. Normalement, je fais ça en anglais. Donc, peut-être la telle des choses, peut-être n'est pas clair, mais je m'excuse pour ça. Donc, je porte plusieurs chapeaux différents. Premièrement, que Brice vous a dit que je suis un membre du conseil consultatif du Africa Cyber Defense Forum. C'est le forum pour comment, advoquer les cyber defense et la cybersécurité au continent d'Afrique. Et puis, je suis aussi un conseil et chef du projet qui s'appelle Renforcement de l'écosystème d'innovation d'éthique au Rwanda, qui est supporté par le gouvernement du Japon, notamment la coopération japonaise qui s'appelle JICA. Et je suis aussi, j'enseigne également l'éthique pour le développement dans une école doctorale qui s'appelle le Kobe Institute of Computing au Japon. Malheureusement, cette année, on doit faire ça en ligne. Je crois que tout le monde dit la même chose. Mais j'enseigne là-bas et il y a beaucoup d'étudiants africains qui viennent là-bas pour enseigner, pour apprendre l'éthique pour le développement. Bon, j'avais travaillé pour mon expertise. J'avais travaillé dans le domaine d'éthique pour le développement pour 25 ans maintenant.
Quand je dis ça, je pense que je suis vraiment vieux. Mais j'ai commencé ça, comme Linda vous a dit, pour moi aussi, le TIC pour le développement, c'est le passion. Parce que j'ai commencé ça, son métier après le tremblement de terre au Japon en 1995. Parce que ma famille, elle habite en Kobe, Japon, où on a eu cette tremblement de terre et on est perdu par. On est perdu à tout. On est perdu notre business, on est perdu notre maison et tout ça. Mais là, je trouve qu'on peut utiliser le TIC pour améliorer la situation de calamité comme ça, de tremblement de terre et des désastres comme ça. Donc, j'ai vu ça et j'ai dit, peut-être on peut faire ça pour le développement aussi. Alors, ça, c'est pourquoi je suis entré dans ce métier et c'est déjà 25 ans plus. Ça. J'ai travaillé dans plusieurs organisations comme Nations Unies. J'étais pour longtemps, j'étais en PNUD, où j'étais dans la section du TIC pour le développement et après ça, la gouvernance. Et là, j'ai fait beaucoup de choses, capacité humaine dans le domaine du TIC et la politique TIC et les autres choses. Et maintenant, avec notre projet en Rwanda, on fait beaucoup du développement de mécanismes de start-up et puis la connexion entre les compagnies japonaises et Rwanda dans le domaine TIC aussi. Donc, j'ai vu beaucoup de choses pendant les 25 ans. Merci, Brice. Merci, Atsushi. Anna, maintenant, je suis à toi. Est-ce que tu pourrais nous dire déjà, te présenter à l'audience et nous dire comment est-ce que tu en es arrivé là? Et après cela, on pourra continuer. Merci. Ah oui, merci beaucoup pour me recevoir. Moi, je m'appelle Anna Collard et je suis actuellement responsable de la stratégie de contenu et évangéliste pour Nobifo Africa. Et j'ai été la fondatrice d'une entreprise sud-africaine de cybersensibilisation appelée Popcorn Training. Et Popcorn Training a été acquis par Nobifo il y a 2 ans. Mon objectif est renforcer la sensibilisation davantage à la cybersécurité sur les continents africains. Ça fait tout maintenant que j'ai fait des études en français, mais j'essaie de faire mon mieux aujourd'hui. J'ai aussi partagé un groupe que s'appelle Cyber Héroïnes africaines, où on veut inspirer plus de jeunes filles à joindre la technologie et les cybersécurité industrie. Merci. Merci, Anna. Alors, nous avons un panel d'experts qui a commencé très tôt les actions en matière de cyberinformation, tout ce qui est un système d'information et cybersécurité. Donc, nous avons un panel qui est vraiment rompu dans cet art. Alors, maintenant, nous allons regarder une petite présentation que Anna a préparée pour essayer de planter les décors. Et à la suite de cette présentation, nous allons rentrer proprement parler dans notre session de discussion. Alors, Anna, c'est quand tu veux pour ta présentation. OK. Première question, vous pouvez voir la présentation? Oui, tout à fait. C'est bon, on arrive à voir, merci. OK. Pourquoi la diversité en sécurité? Pourquoi ça c'est important? Puis, la pénurie des compétences en sécurité est un des principaux problèmes du CISOS pour cette année. Et aussi, on a 4 millions de postes vacants en sécurité informatique et 10 millions dans les 2 prochaines années. Alors, c'est beaucoup. Et en Afrique, on a seulement 10 000 professionnels de la cybersécurité certifiés. Ce n'est pas assez du tout. Et pourquoi, je me demande pourquoi il n'y a pas assez de femmes en cybersécurité. Maintenant, les femmes mondiales ne représentent qu'environ 20% des effectifs actuels de la cybersécurité. Et en Afrique, c'est seulement 9%. Et c'est quoi qui est pire, et seulement 1% des femmes enseignent dans les cadres supérieurs ou de executive management.
look at, sorry, dans les contextes de la quatrième révolution industrielle, bon nombre d'opportunités offertes par la quatrième révolution industrielle sont passées sur l'Internet. Pourtant, comme l'a montré une étude récente, la proportion de femmes utilisant l'Internet est un quart de moins que la proportion d'hommes utilisant l'Internet en Afrique. Et ça, c'est un problème meilleur pour les jobs de la future, oui. Et puis, selon Shannon Wilkinson, elle est une auteure de Ripping Off the Hoodie ou Encouraging the Next Generation of STEM Girls. Le manque d'implication d'intérêt des femmes se résume à des facteurs clés. C'est le découragement des parents ou des éducateurs, c'est un manque de modèles ou de mentors, c'est de faible confiance en soi ou un syndrome de l'imposteur, les bias inconscients, la discrimination et préjugés conscients. Et je crois que le plus important, c'est l'un des principaux facteurs a été attribué au fait que de nombreuses femmes sont découragées de s'impliquer dans la technologie à un jeune âge. Et puis, nous avons mené une enquête en août cette année auprès de 5 enseignants ou professeurs de 15 pays africains. Et l'objectif de cette enquête était d'identifier les défis ainsi que les opportunités pour attirer des filles africaines dans les STEM et l'industrie de la cybersécurité. Et nous avons eu des représentants, des professeurs responsables de tous les groupes d'âge, comme vous pouvez voir ici. Et les commentaires sur le terrain ont été révélateurs, car dans le contexte africain, nous devons être conscients de certains des défis uniques auxquels les jeunes sont confrontés sur le continent. Par exemple, 36% des répondants ont déclaré que les apprenants n'avaient pas accès au ordinateur ou à l'Internet. 24% ont accès à l'école, mais pas à la maison. Et cela nous oblige à fournir un accès de l'information via les enseignants ou les professeurs eux-mêmes, en plus du contenu en ligne seulement. Et aussi, actuellement, seulement 20% des écoles offrent une sensibilisation de la cybersécurité à leurs apprenants. Et seulement 25 des écoles offrent une formation de sensibilisation à la cybersécurité à leur personnel ou leurs enseignants. Et la majorité des écoles n'offrent pas la cybersécurité comme matière. Seulement 3% ou 3,7%. Et puis, on a demandé, on a questionné les professeurs, okay, qu'est-ce qu'on peut faire? La majorité des personnes interrogées estiment que partager les réussites d'autres femmes africaines dans le domaine de la cybersécurité fournira le meilleur niveau d'inspiration. Et les journées carrières sont arrivées en deuxième position avec ces 60% de votes, suivi des opportunités de bourses ainsi que des événements en ligne et des concours. Puis, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est pourquoi nous voulons profiler et partager des histoires des femmes africaines dans le cyber avec les réseaux des enseignants. Et contactez-moi si vous souhaitez en faire partie. Celles sont des femmes qu'on a identifiées maintenant. Et des autres idées, on peut faire d'autres, c'est inclure la cybersécurité dans les programmes scolaires, possibilité de stage, sensibilisation générale à l'école, éliminer la peur des mathématiques, c'est montrer des modèles qui ont eu des difficultés en mathématiques à l'école, comme moi. Chanson, un concours avec cybersécurité pour les jeunes filles ou des enfants. Plus de modèles féminins. Oui, pour aider à réduire l'écart entre les sexes dans la technologie, il est important d'encourager les filles les plus jeunes âges à s'intéresser au STEM, à dissiper les stéréotypes sur ce que signifie être une femme dans la technologie et à fournir des modèles de le rôle positif du mentorat. Et merci, ça c'était la présentation.
et puis on peut discuter un peu. Ouais. Ok, merci. Merci beaucoup, Anna, pour cette brillante présentation qui était très informative. Alors, ce qui m'intéresse là maintenant, c'est vraiment le survey que vous avez conduit avec ces 445 professeurs dans 15 pays. Et j'aimerais savoir un peu les résultats que vous avez présentés. Quels sont ceux qui, pour vous, sont les plus importants? Parce que vous avez présenté le survey avec des résultats, mais il y a eu énormément de résultats. Quels sont ceux qui sont les plus importants? Et quelles sont les actions que vous avez entrepris de prendre, les action items que vous avez entrepris de prendre, et puis à ce niveau-là, au niveau des pays, au niveau de votre survey, comment est-ce que vous comptez étendre tout ça, voilà. Merci, Bryce. Comme je l'ai mentionné dans la présentation, la première chose que nous devons faire est d'exposer des filles à davantage de modèles féminins. Alors, nous voulons faire ça avec des petites vidéos pour profiler des femmes, mais je crois que tout le monde, chaque personne qui est aujourd'hui ici, vous pouvez faire ça avec votre enfant dans l'école. C'est une responsabilité que tous nos ont pour changer. Et oui, là, si vous êtes un professionnel africain de la sécurité, veuillez me contacter afin que nous puissions vous profiler. Ouais. Okay. Une dernière chose avant de passer la parole à Linda. Est-ce que ces données sont publiques? Est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde peut accéder à ces données-là pour les utiliser dans son pays, dans son école? Est-ce que ces données sont publiques ou elles sont privées? C'est toujours dans l'infancy, mais quand nous sommes prêts, c'est public. Il faut que tout le monde, tout le pays peut le voir. Le website est Cyber Heroines. Ouais. Ok, allez, merci Anna. Donc, ce que nous retenons de la présentation, c'est que vous avez essayé de profiler un certain nombre de personnes, de filles, et surtout des enseignants, pour voir un peu qu'est-ce qui les empêchait d'être présentes dans le dans le cyberespace. Donc, en Afrique, vous avez dit qu'il y a à peine 9% de femmes qui sont dans la cybersécurité. Donc, et actuellement, vous êtes encore en train de profiler les résultats que vous avez reçus de vos études, et à la fin, ces résultats-là seront rendus publics et tous ceux qui sont intéressés à comment utiliser ces actions qui ont été prises au terme de ce survey-là pourront les utiliser, les appliquer dans leur environnement. Alors, donc c'est très intéressant, et donc on pourra partager avec l'audience vos contacts pour que ceux qui sont intéressés puissent rentrer en contact avec vous pour d'avoir plus d'informations dans ces données. Alors, Linda, en tant que femme dans la cybersécurité, nous avons vu que on a à peine 9% en Afrique dans la cybersécurité. Alors, qu'est-ce que, en nous basant sur votre expérience, quels sont les challenges, quelles sont les opportunités que les femmes peuvent avoir dans la cybersécurité? Et vous, en tant que femme, en tant que, voilà, ça tombe très bien, quels ont été les challenges pour vous, quels ont été les blocages et quelles sont les opportunités que vous avez pu saisir en rentrant dans ce monde-là? Merci, Brice. Déjà, merci Anna pour la présentation. Elle est extrêmement représentative de ce que nous vivons ici en Afrique et plus particulièrement ce que les femmes en vivent en Afrique. Maintenant, en ce qui concerne les challenges, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai eu, je veux dire, au niveau de ma jeunesse, j'ai eu des parents un peu atypiques dans ce sens qui m'encourageaient à toujours donner le meilleur de moi-même, même dans des milieux où les hommes ils sont considérés encore être supérieurs. Donc, disons que durant mon parcours scolaire, je n'ai pas eu en principe cette difficulté. J'ai toujours été amenée à donner le meilleur de moi-même. Bon, maintenant, en ce qui concerne le milieu dans l'entreprise, le milieu en entreprise, il y a une vérité. La vérité est la suivante, c'est qu'on se retrouve d'abord dans le département IT.
Ensuite, dans le département de sécurité, nous nous retrouvons en sous-nombre. Donc, aujourd'hui, c'est une équipe de 6 personnes. Enterprise Security, on verra une femme. Donc, déjà là, au niveau du microcosme Enterprise Security, on voit ce problème. Et le problème a encore tendance à s'agrandir si on prend le département IT. Je crois que ça fait écho à ce que Anna disait sur le STEM. Donc, quand on se retrouve en sous-nombre dans un environnement masculin, il est difficile de faire passer ces points de vue. Donc, il faut être assez confiant en soi-même. Il faut éviter de manquer de confiance en soi, pardon. Donc, ça, c'est un aspect qu'on vit au jour le jour. Ça veut dire que vous êtes au milieu d'hommes, il faut pouvoir faire passer ces points de vue, il faut pouvoir faire entendre sa voix. L'un des deuxièmes aspects, je crois que Anna, elle a aussi résumé dans son exposé, c'est l'accès aux positions de management, aux positions de leadership, de senior management. C'est d'autant plus difficile que le nombre de positions est restreint, il est très petit. Et pouvoir y accéder, il faut beaucoup se battre. Il faut beaucoup se battre. Un autre point, toujours dans la présentation d'Anna, je crois qu'elle a bien encadré un peu ce qu'on dit, c'est le mentorat. Donc, nouvelle recrue dans l'entreprise, la cybersécurité, c'est un domaine extrêmement vaste. Il y a beaucoup de métiers au sein de la cybersécurité. Nous manquons souvent de guides pour nous dire, OK, si tu veux, comment s'orienter dans la cybersécurité? Est-ce que je vais me spécialiser, par exemple, dans le networking, dans le IT, dans le AppSec? Ou est-ce que je vais aller faire de l'audit, du risk management? Donc, ce mentorat, on n'en a pas et c'est un peu difficile. Donc, maintenant, opportunité, elle veut dire challenge, vient toujours avec le terme opportunité. Donc, ça veut dire que si nous sommes 20% aujourd'hui de façon mondiale dans la cybersécurité en tant que femmes et que de façon générale dans le monde, il y a un déficit en termes d'experts en cybersécurité, ça veut dire que nous avons aussi de grandes opportunités en termes d'emploi. Nous avons des opportunités en termes d'expertise, parce que c'est aussi, on n'en a pas discuté, l'accès aux expertises en sécurité. Il y a toutes ces opportunités. Et aussi en entreprise, justement, le fait de ne pas pouvoir accéder souvent à des positions de leadership va peut-être créer une opportunité de développement latéral. Ça veut dire que, OK, je suis quittée, je ne peux pas avoir accès à une position de leadership, mais je peux entrer dans un mode d'expertise. Je peux essayer de me développer dans ce mode d'expertise et essayer d'avoir une vue de la sécurité un peu plus à 360 degrés. Les filles sont excellentes dans ça. Je ne sais pas, je crois que personnellement, c'est ce que j'ai ressenti en termes de challenge et les opportunités qui s'en sont suivies. Et il y en a toujours, Il faut simplement ne pas focaliser sur le challenge et voir dans chaque challenge l'opportunité qui se présente. Ok, tout à fait. Alors, avant que je revienne à Atsushi, est-ce que Anna voudrait ajouter quelque chose? Parce que là, j'aimerais parler de votre vie en tant que femme. Est-ce que ça a été facile pour vous d'aller dans la cybersécurité? Est-ce que ça a été facile pour vous d'être active dans le monde des systèmes d'information? Parce que nous voyons que Linda nous a dit qu'elle a été quand même... elle est d'une famille qui l'a encouragée en ce sens. Et donc, ce n'est pas des réalités que nous voyons souvent en Afrique. Est-ce que ça a été votre cas? Quelle a été votre histoire? Comment est-ce que vous vous retrouvez là? Bon, mon père, il est dans la technologie et peut-être parce que ma mère, elle est morue quand j'étais très, très jeune. J'ai seulement eu mon père comme mon mentor. Oui, il est toujours... can I answer in English? It's just difficult. He always incentivized us to think about science and physics. And as a student, I was not very interested, I have to be honest. And I wanted to study arts and languages. And he said, no, there's no money in this.
So it's really my father, I think, who got me to not be scared of technology. But I was also very lucky to, it was a coincidence that I got into an internship at the Deutsche Telekom, and that sort of fed into the career in cybersecurity. And then, yeah, it was all coincident. I didn't plan to land in cybersecurity. OK. Alors, donc je dirais que Linda et Anna ont, on va dire, un parcours assez similaire. Et, alors, lorsqu'on les a écoutées, on a constaté qu'elles ont été encouragées dans cette initiative, dans leurs actions. Et cela m'emmène à me poser quelques questions. Donc, je veux dire que est-ce qu'une femme en tant que telle, je veux dire, ne peut pas décider d'elle-même? Parce que Anna nous a dit qu'elle était plutôt portée sur la lettre, des lettres et l'art. Donc, du coup, est-ce que... Alors, je viens un peu chez Atsushi. Alors, au Rwanda, nous avons... c'est un pays qui a énormément de femmes dans le Parlement. Donc, on voit beaucoup d'efforts au Rwanda. Et en tant que résident et expert là-bas, dans cybersécurité, est-ce que l'État a mis en place quelque chose, un mécanisme pour encourager les femmes à se sentir plus à l'aise dans cet écosystème d'hommes? Parlez-nous un peu de l'expérience du Rwanda. Oui, exactement. Je voulais contribuer à ça aussi parce qu'à Rwanda, comme vous savez, hein, il y a beaucoup de femmes qui entrent, c'est pas seulement la politique, mais aussi dans le domaine des technologies et tout ça. Bon, notre ministre des TIC et Innovation et les femmes, elle était ma collègue avant. Et aussi, il y a plusieurs ministres qui sont vraiment avancés le statut des femmes et aussi l'introduction et encourager pour participation des femmes dans les domaines, c'est pas seulement de politique, mais aussi dans l'entreprise et dans la société entière. Donc, oui. Par exemple, en Rwanda, maintenant, il y a beaucoup plus de femmes qui entrent à l'université dans le domaine d'éthique. Il y a plus que ça que les hommes. Normalement, oui, c'est normal, hein, parce que normalement, les femmes, les filles, elles gagnent beaucoup plus du score en examen. Donc, c'est vraiment naturel pour soyez apprendre le domaine d'éthique. Mais oui, c'est vrai qu'on a beaucoup de femmes qui entrent, qui va étudier le domaine d'éthique. Mais oui, on a le défi de l'employement. C'est vrai ça. Et on va quelques mesures d'encourager ça. Par exemple, il y a beaucoup de choses qu'on fait pour le startup. Si on peut créer une nouvelle entreprise, une nouvelle SMI avec les filles, et puis ça, dans le domaine éthique, on crée ça. Et aussi, il y a plusieurs programmes pour donner l'opportunité d'emploi pour les femmes. Il y a aussi le programme de faire encourager le STEM pour les filles. Il y a Miss Geek. Il y a chaque année, on a des célébrations, on a du Miss Geek où on va montrer le geek girl pour être pour être des mentors, pour être quelqu'un qui peut le modèle exactement, le modèle pour les autres filles. Oui, mais c'est vrai que Linda Linda a dit qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut encourager. Par exemple, les parents, ils n'aiment pas vraiment comprendre. Oui, l'éthique est important, mais ils ne peut-être pas comprendre qu'est-ce que c'est l'éthique. Bon, il y a le problème de digital literacy. Donc, il faut faire plus, mais en Rwanda, bon, on a fait beaucoup de programmes, on a beaucoup de modèles maintenant qui est dans le domaine de technologie. Le plus fameux de ça, c'est notre ministre de TIC et innovation. Il est vraiment fort. Et puis, les autres femmes qui ont le modèle pour les autres femmes et les autres filles. Tout à fait.
tout à fait. Merci beaucoup, Atsushi. Alors, je remarque donc que l'exemple du Rwanda, il y a une volonté politique et aussi toute une communication et des informations avec des initiatives comme Miss TIC qui fait la promotion des jeunes filles qui sont intéressées au TIC. Donc, c'est des options aussi qui sont pas mal. Alors, j'aimerais aller plus loin encore avec toi, Atsushi. Alors, la diversité ne concerne pas que le genre. Hein? Donc, on parle de diversité, on parle de possibilité d'avoir plusieurs personnes de diverses horizons, plusieurs organismes. Et tout ça, ça nous donne plus d'options, plus de visibilité, des choix. Alors, pour toi, pourquoi est-ce que la diversité est-elle importante en cybersécurité? Parce que la cybersécurité, c'est quand même de l'expertise, mais aujourd'hui, on parle de diversité, d'inclusion. Alors pour toi, pourquoi est-ce que cette diversité doit s'appliquer aussi à la cybersécurité, qui est un domaine d'expertise? Merci, Brice. Oui, c'est vrai, parce que c'est pas seulement la diversité, c'est pas seulement le genre, non? C'est la question du genre. C'est pas seulement les femmes et les hommes. Parce que la cybersécurité n'est pas seulement les domaines de spécialistes aussi, je crois. Parce que c'est le concerne tout le monde et c'est la menace qui en face tous les yeux. C'est pas seulement c'est pas seulement pour les spécialistes qui en face et qui combattent ces menaces, non? Donc, c'est vraiment important, je crois, que la société africaine adopte diverses technologies. Non, bon, c'est vraiment important maintenant parce qu'on continue en Afrique, parce qu'il y a beaucoup plus de technologies, on adopte beaucoup de technologies diverses, politiques pour avancer le développement de lobby. Et donc, par exemple, dans le domaine de FinTech, après tout, Afrique est le berceau du mobile money, non? Exactement. Donc, et plus les services publics aussi. Il y a beaucoup de choses qu'on fait avec la technologie. Donc, c'est pas seulement l'expert qui doit être des vigilants pour combattre les menaces de cybersécurité, je crois. Donc, dans cet environnement, c'est vraiment important que tout le monde soit vigilant. Et si on n'a pas les gens qui viennent de divers backgrounds de formation, c'est vraiment difficile de trouver, peut-être s'il y a quelque chose de mal, there's something going on. Donc, je trouve que c'est vraiment important que tout le monde doive être connaître et doivent être vigilants contre les menaces de cybersécurité. Donc, dans ce cas, c'est vraiment important. Je crois que ça doit être de diversifier le concept de cybersécurité, parce que maintenant, cybersécurité, c'est plutôt, c'est vraiment compliqué. Mais c'est pas ça. Par exemple, il y a beaucoup de sécurité cyber, ça vient de USB. Ils partagent en accès du site web de quelque chose comme ça. Donc, et plus malware et tout ça, c'est concerne tout le monde. C'est pas seulement la sécurité pour les spécialistes. Donc, pour ce cas, c'est vraiment important que tout le monde est vigilant et puis tout le monde, donc, c'est la diversité de cybersécurité, c'est vraiment important en mon métier, je crois. Ok, merci Atsushi. Alors, Anna, est-ce que tu voudrais ajouter quelques mots sur l'importance de cette diversité là aussi? Oui, je crois que les femmes apportent une perspective différente, comme on a entendu. Et il est prouvé que la diversité rend une équipe plus efficace. Dans un monde toujours complexe, nous avons besoin de ça. Et oui, nous ne pouvons pas nous permettre de laisser nos filles derrière. And now I'll switch to English again. Yes. I think it was already nicely covered by Atsushi, but there's so much benefit to have different perspectives and different viewpoints and different backgrounds on the defending side, because the attacking sides, they do the same, they don't differentiate, and there's bad girls and bad guys, so yeah, that would be my point.
OK, alors donc pour résumer un peu ce qu'Atsushi et Anna ont dit, alors pour eux, c'est très important que la cybersécurité soit remplie de personnes de tous les backgrounds, hein, parce que, comme je l'ai dit tantôt, la diversité apporte plusieurs points de vue. Eux, ils l'ont aussi mentionné. Cette diversité de points de vue est très importante dans la lutte contre la cybersécurité parce que ceux qui attaquent, ceux qui posent des actes répréhensibles sur Internet sont de plusieurs backgrounds, sont de plusieurs horizons. Donc, ceux qui subissent ces attaques aussi sont de plusieurs horizons. Donc, il est tout à fait important que cette diversité soit de mise. Aussi, Atsushi a parlé de le fait que l'Afrique est très orientée TIC aujourd'hui. On a par exemple le mobile money qui a vu ses débuts en Afrique. Donc, cela fait qu'aujourd'hui, l'Afrique est devenue une cible très importante aussi en matière de cybersécurité, qui, il y a pas mal d'années, était vraiment réservée à l'Ouest et à l'Occident. Aujourd'hui, l'Afrique aussi fait partie de ces cibles-là, et donc il faut regrouper toutes les personnes dans la lutte contre la cybersécurité. Alors, Linda, tout à l'heure, tu avais parlé d'éducation, tu avais dit, tu avais montré comment est-ce que c'était important pour toi, aussi les études. Aussi, Anna nous a parlé d'une bourse qu'elle avait reçue par Deutsche Telekom qui l'a permis d'embrasser le domaine de la cybersécurité. Alors, quelle est l'importance de l'éducation dans ce task force-là, Linda? Linda, ton micro, tu peux ouvrir ton micro, s'il te plaît. Pardon, j'avais dû le couper. Ok, je disais, l'éducation, en effet, c'est un volet important dans la cybersécurité. Je crois que jusqu'à présent, nous avons un peu discuté de comment est-ce que l'orientation de l'éducation va permettre déjà de ramener, déjà dans un premier temps, la minorité que sont les jeunes filles dans le domaine de la cybersécurité. Et puis, je ne souhaiterais pas qu'on garde ça dans le domaine, ok, ce sont que les jeunes filles, parce que je pense qu'il y a d'autres cas de minorité. On peut parler, par exemple, de l'accès à la cybersécurité aux classes sociales pauvres, qui n'ont pas, parce que le domaine de la cybersécurité, c'est un domaine coûteux. Je veux dire, si on veut les grandes certifications, les grandes études, ce n'est pas dans la poche, je veux dire, ce n'est pas dans les normes de toutes les familles en Afrique, malheureusement. Donc, l'éducation va aider en ce sens à rediriger les enfants vers ce domaine, que ce soit des filles ou que ce soit des enfants provenant d'autres minorités. Bon, qu'est-ce qu'on entend par éducation? Comment attirer ces minorités-là dans le domaine de la cybersécurité? Donc, pour moi, attirer les minorités, ça veut dire quoi? Ça veut déjà dire comment est-ce qu'on va leur vendre ce domaine de la cybersécurité? Aujourd'hui, bon, c'est une observation personnelle, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on parle de cybersécurité dans nos médias, que ce soit à la télé, que ce soit dans les TV shows, même dans les journaux télé, on présente toujours cet aspect un peu négatif de la cybersécurité, les hackers, les crackers, ou alors les individus qui vont travailler dans la cybersécurité, ce sont des individus un peu atypiques, voire asociaux. Ça ne fait pas vendre le domaine de la cybersécurité. Donc déjà, pouvoir construire une image positive derrière les individus qui travaillent dans ce domaine. On en revient un peu à ce dont Anna parlait, comment est-ce qu'on crée des modèles pour les jeunes aujourd'hui dans la cybersécurité. Pouvoir présenter, montrer que la cybersécurité peut être amusante, que des gens normaux travaillent en cybersécurité, et puis les success stories de la cybersécurité. Une autre mention dont elle a aussi parlé, ce sont les modèles. Il faut qu'on puisse bâtir nos modèles, et il faut qu'on puisse montrer à ces jeunes voilà les success stories, voilà des gens qui ont réussi dans la cybersécurité. Ce sont des gens normaux, on n'a pas besoin d'avoir un QI de 160 pour réussir dans la cybersécurité, c'est accessible à tout le monde. Et puis la cybersécurité, Atsushi le disait, ce n'est pas que technique. Il y a cet aspect technique qui est accessible à tout le monde, parce que je fais partie de ceux qui croient que ce n'est pas parce que c'est technique que ça doit être réservé à certaines personnes, c'est faux. Mais de la même façon, certaines personnes peuvent ne pas être attirées de façon naturelle par le domaine technique, mais il y a aussi d'autres pans de la cybersécurité.
Nous avons les auditeurs, nous avons le risk management, et même les advisors. Je veux dire, c'est vraiment un domaine à 360 degrés. Donc, un autre aspect, toujours dans le cadre de l'éducation, on a parlé de comment intéresser les jeunes filles, et moi, je pousserais peut-être un peu plus loin et demander comment changer l'attitude des parents, parce que beaucoup d'enfants aujourd'hui sont orientés dans leurs études par les parents. Donc, si à la base, nous avons des modèles que sont nos parents qui appréhendent de la mauvaise manière la cybersécurité, il est très difficile pour l'enfant de forcer sa voix dans ce domaine. Donc, dans tous ces programmes-là, j'aurais quand même aimé avoir, c'est-à-dire pouvoir avoir des forums de discussion avec les parents, pouvoir leur expliquer ce que c'est que la cybersécurité, des ateliers de vacances sur la cybersécurité ouverts à tout le monde, indépendamment de la classe. Et aussi, un aspect important, je parlais du coût de la cybersécurité, un accompagnement du secteur privé. Donc, je sais que ça s'est déjà fait en Europe et aux États-Unis, je crois, Microsoft et IBM, qui ont créé ce qu'ils appelaient le Girls Code for Cybersecurity Girls. Donc, c'est un peu tout ça. Comment est-ce qu'on encadre ces jeunes? Comment est-ce qu'on encadre ces minorités, ces jeunes filles? Et l'accompagnement, le plus que le secteur privé peut apporter dans ce domaine éducatif, c'est des forums, des visites d'entreprise, des stages éducatifs, mettre ces enfants au contact des technologies avant d'entrer dans le domaine de l'entreprise, parce que nous avons effectivement beaucoup de jeunes qui peuvent être intéressés par la cybersécurité, mais ils ont ce qu'on appelle un strong knowledge, mais ils ont très peu d'accès à la pratique. Donc, pouvoir mettre ces enfants en contact avec la technologie, on a parlé du fintech, il y en a beaucoup, les digital tools, bien avant leur entrée dans le monde du travail. Donc, pouvoir déjà les habituer à ça, ce sont des forums qui nous manquent un peu en Afrique et sur lesquels je pense qu'on pourrait évoluer. Après l'attraction, le deuxième point que je souhaitais un peu aborder, c'est comment est-ce qu'une fois que tout le programme d'attraction pour ces jeunes femmes, pour ces minorités est mis en place, c'est comment est-ce qu'on identifie les talents. Donc, je n'ai pas d'idée trop claire dessus, mais je pense qu'aujourd'hui, peut-être si on avait eu un responsable en ressources humaines, quels sont les critères d'évaluation qui vont permettre de faire ressortir, c'est-à-dire tout en gardant la compétence, comment est-ce qu'on réussit à créer un monde du travail un peu plus inclusif de toutes ces minorités. Et puis, le troisième point, ça sort un peu du cadre de l'éducation, mais je vais quand même en parler, c'est le retention. Comment est-ce qu'on, une fois qu'on a acquis ces ressources, ces talents en cybersécurité, comment est-ce qu'on les retient? Je vais aborder un sujet qui fâche un peu, c'est le niveau de salaire, par exemple. Comment aligner les salaires des femmes, les salaires des hommes, les salaires des minorités, avec la norme, quoi. Pourquoi, c'est-à-dire c'est l'un des points de rétention. Comment est-ce qu'on guide ces jeunes dans le monde du travail? Comment est-ce qu'on les aide aussi à planifier et à bâtir leur plan de carrière? Ce qui est souvent ce qui n'est pas souvent assez clair pour ces jeunes quand ils entrent dans le monde du travail. Ok, je crois que j'ai parcouru les 3 points. Allez, merci Linda pour ces trois points. Alors, est-ce que dans la présentation de Anna, avant que Atsushi, si tu as envie d'ajouter quelque chose, tu me diras. Après Anna, tu me diras si tu as envie d'ajouter quelque chose. Alors, dans la présentation de Anna, elle a parlé du faible taux de cours en cybersécurité que nous avons dans les écoles. So, during your presentation, Linda, you said that very few colleges and universities has cybersecurity in the curricula. So what do you think can be done? Because it looks easy. You just enter, you just put this module in the system, but I don't know, how can you make it change? Because the figure that you just showed are very few. So yeah.
Thank you. Yeah, just to remind everyone of the figures, so it was only about 3.7% of schools that had cybersecurity as its own subject, and then about 24% who had cybersecurity as part of maybe like an IT subject. So that is way too little. And obviously, I also understand that it's difficult to change school curriculums overnight. That's, you know, I mean, hopefully we can do some change with the governments. I know that there's been some talk, at least locally in South Africa, with the Department of Education, that they will look at it more. But until such thing happens, I think, again, as an industry, and Linda also mentioned it just now, we need to like do more to go to the schools ourselves, offer out of school, you know, outside of the school, sort of voluntary courses or webinars, bursaries, and then evangelize with the governments and the institutions to make this more compulsory. I mean, at the moment, it would be good to at least have something voluntary that one can offer and make that more accessible and cool. And you know, we have to get away from this perception that cybersecurity are only guys with hoodies on. You know, like you can be a fashionista and look super cool, you know, and be in security. And I think that's what's missing and what puts the girls off. And I mean, another point that I had there with which is not so much around the schools, but it starts earlier on already in the maybe kindergarten level, and even the toy stores. You know, I have a small daughter and I have a son. And when I go to the toy stores, my son gets all these science toys and all this cool stuff. And on the other side is everything is in pink, and there's Barbies and unicorns and makeup stuff. And I don't want her to be programmed like that already, but you can't even help it because that's what they get exposed to. And I'm like, why don't they put the pink science stuff there too? You know, so I don't know if that maybe through some government program or some awareness that we could raise, that we start at that level already, because that is some of the outcome from this book that I read about. I think Shannon Wilkinson, she said it starts very, very early on. And this is maybe where we have to, even before school level, do something about the stereotype. Yeah, it makes me angry, you can see. And you can't, you know, I don't not want my girl to wear pink stuff. You know, she loves pink, it's okay. But but don't just play with makeup. Okay. Okay, thank you, Anna. So, Atsushi, avant que je fasse un résumé de ce que Linda et Anna ont dit, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose sur le... Oui, c'est vraiment, le discours, c'est vraiment intéressant parce que j'ai aussi deux filles aussi, donc j'ai le même problème. En Croatie, pour faire le STEM, du ordinateur, tout ça, mais non, il n'est pas vraiment intéressé, c'est le matériel et tout ça. Donc, oui, c'est pas le problème seulement du continent d'Afrique, je crois, c'est parti, c'est le problème de société. Comment encourager les filles pour apprendre d'intéresser du STEM et des matières du ordinateur et tout ça. C'est vraiment important, je crois. Mais c'est aussi vraiment intéressant d'entendre Linda a dit comment encourager ou comment changer les parents. Je crois que c'est vraiment important parce que c'est dans le continent d'Afrique et puis aussi dans le continent probablement asiatique aussi, les parents, il y a beaucoup de pouvoir pour choisir le métier des enfants. Donc, peut-être si les parents ils pensent que la cybersécurité, c'est un bon métier, il y a bon emploiement, il y a beaucoup d'argent qui peut gagner et tout ça, peut-être ça va encourager ou changer le pense des parents pour encourager les filles aussi, je crois. Je trouve ça peut-être. Brice, tu veux ajouter quelque chose ou... Non, je disais changer la mentalité des parents, oui. Oui, c'est vraiment important. Et aussi, Linda a dit aussi qu'il y a des programmes, il faut avoir du hands-on, entraînement du hands-on, je crois. Plutôt, je crois que le programme programme scolaire en Afrique, c'est vraiment théorique. Non? Il y a beaucoup de théorie, mais il n'y a pas beaucoup de hands-on. Donc, mais je pense qu'il y a
spécialement de cybersécurité. Ça doit être de résoudre les puzzles, non? Résoudre les mystères. Il faut essayer, il faut essayer beaucoup plus de manières pour résoudre les puzzles. Et si on ne fait pas ça, je crois qu'on ne peut pas avoir l'expert, vraiment l'expert qui peut résoudre les problèmes de cybersécurité. Donc, il faut créer, je crois, le programme vraiment hands-on dans l'université et même avant que ça. Alors que les gens, la mentalité des gens est plus solvée pour résoudre les problèmes de cybersécurité aussi. Mais ce n'est pas seulement de cybersécurité, je crois, c'est pour toute l'éthique ici entière, je crois. Ça doit être la mentalité comme ça. Donc, il faut changer ça. Et en plus, on a dit que oui, le programme scolaire, ça doit être vraiment fort en Afrique. Et là, je crois que le partenariat entre les entreprises et puis avec l'académie, ça doit être plus fort. Parce que l'académicien, les professeurs, ils ne pensent pas, ils ont seulement des théories. Mais vous, dans le domaine d'entreprise, vous faites toutes les menaces tous les jours. Non? Donc, ça doit être comment vraiment bon partenariat entre les deux pour créer les programmes scolaires pour enseigner les étudiants, je crois. OK. Alors, merci à Sushi, Anna et Linda. Alors, pour résumer un peu ce que vous avez dit, alors l'éducation est effectivement très importante dans la cybersécurité. Aujourd'hui, malheureusement, peu d'universités, de grandes écoles l'ont dans le système. Ben, il est clair aussi que cela ne sera pas assez facile de changer le programme des universités comme ça du jour au lendemain. Donc, il faut encourager des actions extrascolaires. On a parlé aussi de webinars. On a parlé, Linda nous a parlé aussi d'initiatives qu'on peut faire pour les jeunes ou à part l'école, à côté de l'école, on peut leur parler de sécurité sur Internet, sur le cyberespace et aussi changer la mentalité de toute la population parce que ce soit en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, on a la perception que les femmes, les filles sont focalisées à tout ce qui est tertiaire, notamment on a parlé des jouets, par exemple, vous trouvez rarement un ordinateur aux couleurs roses, vous trouvez rarement voilà, donc c'est vraiment une prise de conscience généralisée qu'il faut à ce niveau-là pour qu'il y ait une inclusion totale dans l'écosystème de la cybersécurité. Alors maintenant, je vais aller plus loin. Anna, alors, tu pourras, si tu veux, répondre en anglais, si tu veux. Alors, on parle maintenant toujours dans l'inclusion des divers acteurs en la matière. Nous avons ce que nous appelons les CERT, Computer Emergency Response Team, qui sont des groupes qui œuvrent dans la veille de tout ce qui est cybersécurité. Nous avons pas mal d'exemples en Afrique qui ont de très bons résultats. Et c'est ça aussi la diversité, parce que dans la diversité, vous avez des acteurs qui sont très actifs, des acteurs qui ont de bons résultats, mais vous avez des acteurs aussi qui sont un peu à la traîne et qui ont du mal à bénéficier des avancées des autres technologies. Alors, je me demandais qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce que vous pensez à votre niveau qui peut être fait pour centraliser toutes ces expertises-là qui sont partagées ça et là dans tous les pays africains. Hein, nous parlons maintenant de l'Afrique. Nous avons des CERT en Afrique du Sud, on a des CERT en Côte d'Ivoire, on a des CERT au Maroc, en Tunisie, au Rwanda, un peu partout en Afrique, mais ces efforts ne sont pas centralisés. Qu'est-ce qu'il faut faire pour vous, selon vous, pour centraliser ces efforts? Est-ce qu'il faut mettre en place un organisme? Est-ce qu'il faut plus penser à Africa CERT? Alors, qu'est-ce que selon vous, pourrait être une bonne initiative pour centraliser ces efforts-là? I think that's a very good question to ask and to take further than this discussion, because there will be so much benefits that all the countries will leverage from each other if we had a more centralized CERT capacity. I mean, to give you an example, in South Africa, our they call it the Cyber Security Hub.
unfortunately, one of the journalists a couple of weeks ago tested how well it's working, and you can read in the article that it didn't, they don't have the capacity currently. So on paper we have something, but in reality we don't have the capacity. So we've actually launched an innovation challenge to work with the universities and the industry. So a couple of security vendors like Trend Micro, BCX, KnowBe4, and others, we came together to sponsor I don't want to call it a hackathon because it's more than just an app. It's a innovation that will help the government to sort of further their capacity in the incident response or surge response area. And now that you mentioned this, I think that this can be taken beyond just South Africa. That could be something that could be very beneficial for all the other countries as well. And ultimately, like you said, if we had a centralized surge that communicates with everybody, in fact, is also plugged into some sort of global surge with the other regions, it would only be of benefit. I know that the African Union Cybersecurity Expert Group, they are currently trying to sort of evangelize and build more capacity amongst the different countries and to consolidate and not centralize necessarily, but align, like make sure that we all follow the Malibo Convention, for example. And that could be, I know it's one of the, in fact, it might even be in part of the Malibo Convention, was one of their objectives is to create more cybersecurity incident response capacity. And I don't have the answer. I don't know what we can do, but I think it's something that we should be doing and should be looking at collaborating across borders to help everyone. OK, thank you, Anna. Donc, Anna nous a dit que elle nous a parlé un peu de l'exemple de l'Afrique du Sud, et elle nous a dit qu'il y avait une initiative qui a été mise en place par plusieurs acteurs au niveau de l'Afrique du Sud pour donner de la capacité et pour faire en sorte que le CED de l'Afrique du Sud soit très réactif, parce que les expériences ont montré qu'il n'était pas très réactif en la matière. Alors, j'aimerais aussi compléter aussi ce qu'elle a dit. Elle a parlé aussi de la conjonction des actions. Au niveau de l'Union africaine, il y a un groupe qui travaille là-dessus. Et la centralisation est une option, mais aussi, il faut faire en sorte que tous les pays puissent s'aligner sur des tests qui existent. Par exemple, la convention de Malabo dont on a parlé, et qui est une convention qui est sur la cybersécurité qui régit un peu l'Afrique et qui a été créée, qui a été signé par aujourd'hui moins de 6 pays, alors que l'Afrique compte 54 pays. Donc, je pense que les efforts aussi doivent aller en ce sens-là. Merci, Anna, pour l'intervention. Alors, Atsushi, alors, je sais que je connais JPCERT pour avoir travaillé avec JPCERT. Ils sont très actifs. Je connais JPCERT pour avoir travaillé, comme je dis, donc dans la communauté africaine. Ils ont beaucoup travaillé, ils ont beaucoup aidé. Et ils ont été même à l'initiative de la création des AfricaCert. Ils aident AfricaCert aussi, qui est un organe qui centralise, qui essaie de centraliser les efforts de la région. Alors, il y a un aspect aussi qui est important. Le gouvernement en Afrique, tu pourras nous parler de JPCERT au besoin, mais en Afrique, nous constatons que les gouvernements sont très forts. Donc, les gouvernements sont très puissants, contrairement à l'Europe où c'est le secteur privé qui chapeaute, qui guide tout. En Afrique, c'est le gouvernement. Donc, comment est-ce que les gouvernements peuvent être au cœur de cette initiative-là, centraliser les efforts africains? Comment est-ce que le gouvernement, les régulateurs peuvent aider en ce sens-là? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Merci, ça c'est quelque chose de politique, donc ça c'est mon métier quand même. Donc merci pour ça. Mais avant que ça JP ça, oui, il y a beaucoup d'initiatives de JP ça. Je crois que 2 fois par an, ils organisent le travail d'enseigner, les sessions d'enseignement avec Afronog et Afrinic, n'est-ce pas? Donc vous-même, vous faites beaucoup de coordination entre toutes les SAR et puis toutes les opérateurs télécom. Donc, je vraiment remercier de votre effort aussi. Mais donc, il y a une organisation qui s'avance à cette coopération et coordination, je crois. Mais oui, la politique, oui. Je crois que c'est vraiment important. Brice, tu as mentionné le Malabo Convention. Oui, c'est vraiment important que
il faut avoir une stratégie, il faut avoir comment dire, le plan pour combattre les cybersécurités dans le domaine régional, je crois. Parce que, parce que les cybersécurité, ce n'est pas seulement du pays seulement, non? C'est vraiment, là, il y a beaucoup d'aspects internationaux. Il y a plus de criminel qui va attaquer le système dans le pays seulement. Ça vient de n'importe où, ça vient d'autres places, c'est vraiment international. Donc, je crois que c'est vraiment important de créer la stratégie et puis le mécanisme régional pour combattre les cybersécurité. Donc, premièrement, je crois qu'on doit créer une stratégie cybersécurité commune entre tous les pays africains, si c'est possible. Alors qu'il peut utiliser cette norme pour créer le plan de combattre la cybersécurité soi-même. Donc, le gouvernement, je crois que c'est plus facile s'il y a des conventions, ou c'est plus facile, il y a l'organisation comme Union africaine ou IAU qui peut avancer cette initiative, même avec Smart Africa, secrétariat, peut-être il peut avancer cette stratégie et cette commune. Je crois que c'est vraiment important, c'est ça. Donc, il faut avoir une organisation vraiment forte, qui est organisation régionale, qui est vraiment forte pour avancer cette initiative. Ça, je crois que ça va faciliter le gouvernement pour enjoindre cette initiative, je crois. Et les autres choses, je pense, c'est vraiment important, c'est créer le mécanisme régional pour faire appliquer le droit pénal et poursuivre les criminels. Parce qu'il n'y a pas assez de cybersécurité. Parce que le criminel, c'est pas dans votre pays, hein, c'est pas le pays. Hein. Il vient d'autres pays, peut-être en Asie, asiatique, ou peut-être en Russe, je ne sais pas où, mais il faut avoir le mécanisme pour en suivre cette criminelle et puis avoir l'application du droit commune en continent, je crois. Donc, ça, deux choses, je crois que c'est vraiment important. Et pour avancer ça, je crois que l'African Union, organisation internationale ou organisation régionale, va prendre un vraiment important rôle pour avancer cette initiative, je crois. Ok, merci beaucoup Atouchi pour les points que vous venez de donner. Alors, donc, nous sommes dans un continent où les gouvernements sont forts, comme on l'a dit, et donc il faut compter avec eux et pour mettre en place une équipe assez vigoureuse, assez forte pour lutter contre la cybersécurité. On va aussi parler aussi des efforts conjoints au niveau de l'organe africain, qui est l'Union africaine. Anna aussi en a parlé, et des efforts que fait l'Union africaine pour la cybersécurité. Alors, on a parlé de la centralisation des efforts. On a aussi parlé des tests. Donc, tu as parlé des tests qu'il faut mettre en place et faire en sorte que les pays s'alignent à ces tests-là pour assurer que le cyberespace africain est protégé. Nous avons aussi parlé de partenariats que des organismes comme Afrinic nouent avec des organismes qui, eux, ont de l'expérience en la matière. Donc, j'ai parlé de JPCERT, de le CERT du Japon. Et on a aussi ces partenariats-là qui aident beaucoup l'Afrique à être plus au top dans ce qui est cybersécurité. Et comme Atsushi l'a dit, Afrinic, où je travaille, fait beaucoup d'efforts pour centraliser ces informations-là en termes de cybersécurité et aussi les divulguer un peu partout en Afrique. Maintenant, nous sommes dans un forum qui parle aux chefs d'entreprise, nous sommes dans un forum qui parle aux ingénieurs, aux directeurs des systèmes d'information. Quel serait cet impact-là? Quel serait l'impact de tout cela, c'est-à-dire les efforts qui ont été mis en place, la centralisation des compétences en matière de cybersécurité, le partenariat noué par ces États-là avec l'Occident, quel serait cet impact-là dans la vie
de tous les jours de ces entreprises-là que nos directeurs d'informatique-là gèrent au quotidien. Est-ce que, Atsushi, tu peux nous dire quelque chose là-dessus? Et puis ensuite, Linda et Anna pourront ajouter quelque chose. Quel serait l'impact de cette initiative-là dans la vie des entreprises de tous les jours que nous avons en Afrique? Je crois que ce partenariat, c'est vraiment important. Bon, je ne viens pas de l'entreprise, mais quand même, je vois partie l'impact d'avoir de la cybersécurité dans l'entreprise et avoir vraiment l'expert qui peut solver le problème. Parce que comme on est en train de créer l'économie Afrique commune, non? Le marché Afrique commune maintenant. Yeah. Et aussi, on a aussi l'initiative de créer le marché numérique économique aussi en continent. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui doivent avoir l'échange et puis qui doivent avoir le business entre eux-mêmes maintenant. Donc, c'est vraiment important d'avoir de centralisation, peut-être centralisation de cybersécurité, l'expert de cybersécurité, où il peut utiliser cet expert pour éviter les menaces potentielles. Donc, je trouve que oui, il y a beaucoup de choses entreprises pour bénéficier de cette initiative. Et aussi, c'est vraiment nécessaire, je crois, parce qu'il y a beaucoup plus de commerce entre nous, entre les pays africains et en plus avec les autres continents aussi. Donc, oui, et beaucoup de ce commerce, on va faire avec les technologies, on va faire avec les ici. Donc, il faut nécessaire d'avoir ça. Et je ne sais pas, peut-être Linda et Anna est bien d'entreprise, donc ils peuvent faire Anna, ouais. Okay, Anna, if you got the question right. Yes, yeah. Yeah. I agree. I think it could be extremely beneficial. And look, the reality, let's face it, is that the private sector is really where the skills are, and they are driving the existing certs. You know, I mean, I know there are some government-led initiatives, obviously, but I think that even they borrow from the banks, and that's where, if you think about it, the financial services sector, they have those massive security operations centers, and that is where the skills are, and where people they can afford to pay the salaries, and well, not everyone in private sector, but the banks usually, you know, they sort of where as young security talent, you want to go into like a security operations center there. And I believe that it needs that public sector collaboration. It can't be just like a public initiative or private initiative. We need to come together. And hence why I mentioned earlier on, you know, there we got private, public, and the institutions to come together, because in that way we actually solve two challenges. One, the lack of cybersecurity skills by incentivizing the students and the people in the universities to look at cybersecurity as a potential career path, and B, to help come up with innovative approaches to help the government build up their capacity. And one of the ideas, by the way, I mean, this challenge hasn't been kicked off yet, but already we're sort of throwing ideas around, would be to create a network of volunteers, of cybersecurity volunteers, that through technologies such as GovChat in South Africa, which is a WhatsApp-driven communication, government to citizen technology, that if there was an incident, let's say, and you report it to your local police or the government, and they can then hook you up with these maybe Pan-African cybersecurity specialists that will assist, you know, because at the end of the day, every country has not enough security skills. And but at the same time, all the security professionals that you all know, I'm sure you can attest to, those people are extremely passionate, and they do want to help, and they do give their time and want to be part of something bigger. So I think there could be something to it, you know, that's really exciting, and it will do a lot of good while solving the one challenge, if you know what I mean. So absolutely, yes, like for the organizations or private sector. Thank you, Anna. So Linda, before I wrap up, Linda, tu souhaiterais ajouter quelque chose là-dessus? Oui. Oui, je vais juste appuyer ce que Anna et Atsushi ont dit. Pour moi, ce n'est même pas important, c'est une nécessité. Si on relate sur les faits du passé, nous avons déjà eu des attaques, je veux dire en termes de cybersécurité, des pertes financières.
qui sont liées à un problème de manque d'information, simplement. Donc, pouvoir mettre sur place une plateforme d'échange d'informations, que ce soit dans le secteur privé, dans les secteurs gouvernementaux ou au secteur régional, pour moi, ce n'est qu'une question de temps parce que c'est une nécessité à ce stade. Donc, ça prend juste le temps qu'il faut que ça prenne, mais nous devons y arriver vu l'explosion de tous les systèmes aujourd'hui. Et en face de nous, n'oublions pas qu'en face de nous, nous avons des gens qui ont déjà ce système d'échange déjà assez poussé entre eux parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, pour pouvoir mener une attaque sur le cyberespace, il ne faut pas avoir un QI d'Einstein. Les tools sont déjà disponibles sur Internet, ils sont en partage. Et je pense que nous qui essayons de protéger cet espace, le cyberespace, nous n'avons pas d'autre choix qu'à un moment donné de mettre nos informations sur un même plateau, de faire un échange d'informations pour pouvoir mieux se protéger. En protégeant mon voisin, je me protège. Merci Linda. Alors, donc, il est clair que la mise ensemble des efforts, la conjugaison, comme j'ai dit tantôt, des efforts sera très utile pour les entreprises que nous avons en Afrique. Alors, les entreprises n'ont pas forcément d'experts en cybersécurité. Hein. Toutes les entreprises, en fonction de leur taille, n'ont pas les moyens peut-être d'avoir un expert en cybersécurité. Mais lorsque les efforts sont mis ensemble, lorsqu'il y a une plateforme commune qui aide, toutes ces avancées-là de cette plateforme-là, des différents pays-là peuvent aider ces différentes entreprises-là. Donc, c'est très important de pouvoir mettre ces efforts ensemble et de pouvoir créer une plateforme qui va nous aider à partager ces connaissances-là. Et comme Linda et Anna et puis Atsushi l'ont dit, lorsque, par exemple, vous avez une situation d'infraction dans votre système d'information, vous pouvez vous trouver dans une situation où votre pays voisin ou une entreprise voisine a déjà été dans cette situation et donc elle peut vous aider à répondre assez rapidement à cette attaque-là. Donc, c'est vraiment la conjonction des efforts est une chose très importante. Alors maintenant, je vais essayer d'aborder un sujet qui aussi compte dans la diversité. Parlons des ressources. Aujourd'hui, nous avons des adresses IPv4, nous avons les adresses IPv6 et nous savons que pour que un équipement soit connecté à Internet, il a besoin de ces adresses-là. Okay? Donc, les ordinateurs que nous utilisons aujourd'hui ont besoin de ces adresses IPv4 et IPv6 pour se connecter à Internet. Mais malheureusement, lorsque nous parlons de cybersécurité, on inclut rarement les registres régionaux Internet. Donc, il y en a 5 dans le monde. Afrinic est le registre qui s'occupe de l'Afrique, mais Afrinic n'est pas très souvent associé à ce qui concerne la cybersécurité. Qu'est-ce que vous pensez que l'on peut faire pour que les registres régionaux soient plus impliqués, d'autant plus que c'est eux qui donnent les adresses IP que les équipements utilisent pour commettre ces actions illicites sur Internet. Donc, en une minute, chacun on est proche de la fin. Qu'est-ce que pourrait être l'impact d'Afrinic dans cette lutte sur la cybersécurité? Atsushi, si tu peux. Ok, bon. Mais je pensais que l'Afrique, vous avez fait beaucoup de choses dans le domaine de sécurité, par exemple, APNIC, par exemple. Il n'y a pas beaucoup de ressources en APNIC, en Asie-Pacifique. Donc, il ne peut pas organiser, par exemple, la training session comme vous s'organise. Donc, je suppose que, bon, vous pouvez faire plus, oui, c'est vrai, mais je crois que l'Afrique, c'est vraiment un des leaders de la cybersécurité en Afrique, je crois. Non? ça, je trouve. Hein? Mais oui, c'est vrai, oui. Mais c'est vrai, il faut faire beaucoup de choses. Par exemple, l'advocacy. On doit faire beaucoup de choses à l'advocacy. Ce n'est pas seulement l'expert du technologie, l'expert de télécommunication, je crois. Il faut faire beaucoup plus que ça. Parce que, comme j'ai dit, que la cybersécurité, c'est le problème pour tout le monde. Donc, ça, là, je crois que vous pouvez faire plus d'avancer de l'agenda de cybersécurité. Cybersécurité, ça vient avec toutes les choses qui sont ici. Ça ne doit pas être seulement les domaines du professionnel. Donc, je crois que vous pouvez faire le PR, l'advocacy campaign.
Là, je crois qu'il y a beaucoup de choses à finir pour faire. Merci Atouchi. Anna, do you want to add something about the role of original internet registries in the cybersecurity? How can they be active? What can they do? And because we know that they are the ones that are issuing IPv4 and IPv6 addresses that are used for devices to connect to internet. So it's important because when you know who is doing what, you can easily, find the person who did something wrong in the internet in the information system. So what could be the role of those areas in the cyber? Thanks. I don't know enough about the scope of what they're doing to really comment intelligently, I guess. But my first thought would be that there might be there's a security versus privacy conflict. Obviously they need to help in law enforcement cases and sort of assist in identifying the sources behind IP addresses that have been registered, etc. And I'm sure they do that. And the other point, which is what Atouchi already raised, is to work with them or use their, let's say, their status to raise more awareness and do more sort of share more education, that whoever needs to apply for, even if it's just one public IP address, needs to go through some sort of very basic security training. Perhaps that could be an idea that they could include. So that would be, but I haven't dealt with them in particular, so I don't want to make any suggestions that are out of my comfort zone, but that is sort of what comes into mind. Thank you. Thank you, Anna. Linda, what do you want? Qu'est-ce que tu peux? Yes. Ok, je pense que je peux contribuer ici parce que personnellement, j'ai déjà eu à travailler avec la FRENIC dans le cadre d'un training. Si je me rappelle bien, c'était 2012 ou 2013 à Yaoundé au Cameroun. Et la couverture du training, c'était une sensibilisation, un training un peu technique sur les méthodologies de connectivité sur Internet, avec un peu de sensibilisation sur l'utilisation des adresses IPv6. Alors, moi, là où je pense que la FRENIC peut nous aider déjà, c'est dans les politiques de connectivité sur Internet. Donc, vous êtes les propriétaires des adresses IP de la zone africaine. Comment est-ce qu'on s'enregistre? Et là où je pense aujourd'hui que la FRENIC peut faire un peu plus, c'est sur le tracking de l'utilisation des adresses IP. Parce que vous nous avez donné, je pense que la FRENIC, vous avez une page web où quand on réussit à avoir des adresses IP, on peut aller déclarer les adresses IP et faire un ensemble d'enregistrements sur cette page. Je peux déclarer que j'utilise les IP pour faire une activité X, mais dans la réalité, je ne le fais pas. Donc déjà, il y a un peu cet aspect, il y a l'aspect accompagnement. J'avais beaucoup apprécié l'accompagnement qui avait été fait. La sensibilisation à l'utilisation des adresses IP, le passage vers les adresses IPv6, les problématiques de sécurité liées avec cette nouvelle technologie d'adresse IPv6. Et un autre aspect qui n'était pas directement lié aux adresses IP, mais c'était sur les DNS. Donc, il me semble que c'était en 2012 ou en 2013 à Yaoundé. Donc, je pense en fait que l'idée derrière, en fait, c'était de comment est-ce que vous accompagnez les fournisseurs de services aujourd'hui pour les aider déjà à sécuriser leur connectivité sur Internet et sécuriser leurs utilisateurs. Donc, plus un aspect éducatif à la fin, quoi. OK. Merci Linda et tous. Alors, nous sommes maintenant à la fin de notre session, qui a été une discussion très enrichissante sur l'inclusion et la diversité des efforts des acteurs en matière de cybersécurité en Afrique. Alors, si les participants, l'audience devrait rentrer chez elle avec un mot ou un paragraphe, que serait ce mot-là? Qu'est-ce que vous voudriez que l'audience retienne de ce panel? Quel est le message que vous voudriez adresser à l'audience? Alors, je commencerai par Linda, puisqu'elle vient de finir, elle a encore le micro. Alors, quel serait ton dernier mot sur cette session que tu voudrais que l'audience garde? Alors, OK. Mon dernier mot, la cybersécurité, c'est fun.
La cybersécurité, c'est bien. Et la cybersécurité, c'est pour tout le monde. Donc, il n'y a pas besoin d'être un génie pour faire la cybersécurité. OK. Anna? Ok, je vais essayer en français. Je crois que la sensibilisation à la cybersécurité est une compétence de vie et non une compétence technique. Maintenant, tout le monde travaille à la maison, on fait des online schooling. Alors, il faut que tout le monde est plus sensibilisé. Et les parents, les enfants, les professeurs, les enseignants, tout le monde doit être éduqué dans les domaines. Et c'est à nous, les panélistes et les gens qui participaient dans ces conférences. Nous avons l'expérience, nous avons l'influence. Et puis, utilisons-la pour aider tout le monde. Et c'est ça. Merci beaucoup pour une discussion super intéressante. Merci, Anna. Atsushi? Oui, et c'est bon, c'est la Oui. dernière pensée. Non? OK. Bon, je veux stresser vraiment l'opportunité dans le continent Afrique. Il y a beaucoup de besoins et donc il y a beaucoup d'opportunités là-bas. Donc, et en plus, je crois qu'on a vraiment besoin des partenariats de confiance où ils peuvent travailler ensemble. Ça ne doit pas, oui, bon, ça peut être du bien du continent Afrique, mais aussi les partenariats internationaux aussi. Si on peut faire beaucoup de choses en continent Afrique, je crois on peut établir le win-win-win situation et on peut gagner beaucoup d'opportunités là en continent. OK. Alors, merci à Anna, à Linda et à Atsushi. Alors, ce que nous pouvons retenir, c'est que nous espérons que ce panel a été très informatif pour l'audience. Alors, nous avons parlé des filles, des dames. On a constaté qu'il y avait très peu de filles en matière de cybersécurité et qu'il fallait encourager, il fallait faire en sorte qu'au niveau des parents, au niveau de la société, les mentalités changent pour encourager les filles à s'adonner plus à tout ce qui est cybersécurité, à tout ce qui est système d'information. Ensuite, nous avons aussi parlé de la diversité des efforts. On a vu que la diversité n'était pas que les femmes. Hein. Il n'y avait pas que le genre quand on parlait de diversité. Il y a aussi des secteurs d'activité. Et on a aussi dit que la menace en cybersécurité touche tous les secteurs d'activité. Donc, il est très important que les utilisateurs ou les créateurs de contenu ou d'expertise puissent conjuguer les efforts de sorte que ensemble on puisse adresser tous les pans de la société en matière de cybersécurité. Ensuite, nous avons parlé de la mise ensemble des efforts. La diversité aussi nous montre que par pays ou par secteur d'activité, il y a de l'expertise qui naît, mais malheureusement, cette expertise n'est pas partagée parce qu'on n'a pas les efforts ne sont pas mis ensemble. Donc, on a dit que c'était très important que nous puissions trouver une plateforme qui permette à ce que tous ces efforts-là soient mis ensemble, de sorte que les entreprises qui nous donnent des services chaque jour puissent bénéficier de cette expertise-là et faire face de manière efficace et au plus vite aux menaces de cybersécurité auxquelles ces entreprises font face au quotidien dans le secteur, dans les différents pays que nous avons. Nous avons maintenant aussi fini avec le rôle que peut jouer le registre régional d'Internet dans chaque continent, hein, pas seulement en Afrique. On a vu que les registres régionaux peuvent faire du développement de capacités. Ils sont donc partie prenante dans cette diversité-là pour lutter contre la cybercriminalité en Afrique. Sur ce, je vous dis merci et j'espère que vous avez apprécié ce panel avec mes experts Linda, Atsushi et Anna. Et je passe maintenant la parole à Gilbert pour la suite. Gilbert, over to you. Gilbert.